Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes diffusés sur le Figaro TV Île-de-France, bien sûr Figaro Live et Figaro Radio. C'est vendredi, c'est le dernier Buzz de la semaine. Ça va, Sarah ? Ça va, prêt pour le week-end ? On est prêt, ouais. Bon. Y a-t-il une vie après la mort ? C'est une question que l'on peut se poser, une bonne question avant de partir en week-end, d'avoir un peu le temps de la réflexion. Et c'est surtout la question que se pose notre invité du jour, ce journaliste et ancien reporter de guerre, a enquêté depuis 15 ans sur le sujet, publié de nombreux ouvrages et dévoile aujourd'hui la somme de cet incroyable travail dans un livre qui sera très difficile de lâcher, je vous le garantis. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Merci d'être avec nous. La mort n'existe pas, c'est le nom de votre dernier ouvrage qui est sorti aux éditions HarperCollins. Ça fait plus de 15 ans maintenant que vous enquêtez sur la mort, tous les phénomènes qui l'entourent. L'après-mort, on le voit ici, votre ouvrage, c'est évidemment un sujet très sérieux, éminemment sérieux, hein, on le précise. Avant d'y revenir, ma première question sera simple, c'est vous intéressez à ce sujet depuis plus de 15 ans. Pourquoi et quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait parler de ça ? Parce que vous étiez reporter de guerre, on le rappelle, donc rien à voir à la base. Hein. Moi, j'étais reporter de guerre, je faisais du journalisme d'investigation, et puis un jour d'avril 2001, en Afghanistan, j'ai perdu un de mes frères dans un accident de voiture devant mes yeux. Et c'est cet événement, très clairement, qui a déclenché... Il était militaire, c'est ça, pas là-bas ? du tout, Non, pas du rien tout. à voir. C'était avant la chute des talibans, le premier régime. Et avant le 11 septembre même, c'est ça ? Avant le 11 septembre, on travaillait sur le patrimoine archéologique de l'Afghanistan, donc c'était plus une mission culturelle. Il était journaliste aussi, comme vous ? Il était logisticien de la mission que je dirigeais pour la Société des explorateurs français à Kaboul. D'accord. Et un banal accident de voiture a tué 4 personnes, dont mon frère. Et voilà, ce moment a été évidemment un moment qui a été cataclysmique dans ma famille et qui a déclenché pour moi le désir d'interroger avec mes outils de journaliste, pas en tant que philosophe parce que je ne suis pas compétent, pas en théologien, mais en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on peut savoir de la mort, qu'est-ce qu'on peut savoir de la conscience, de sa relation avec le cerveau. Et à ma grande surprise, en commençant à tirer le fil d'investigation sur ce sujet-là, j'ai vu se déconstruire énormément de certitudes, et notamment la certitude qu'après la mort, il n'y a rien. Ce n'est pas une preuve scientifique, ce n'est pas une démonstration scientifique, c'est une croyance. Et à partir de là, voilà, j'ai mené mon enquête à travers le monde sur des quantités de témoignages fascinants et incroyables, avec des scientifiques et de façon extrêmement rationnelle. Et ce n'est pas le premier livre que vous écrivez sur le sujet, on va en parler dans un instant, Stéphane, et vous allez voir à quel point tout cela est effectivement passionnant. Ce sera juste après les news médias, faites aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Sarah, on démarre ces Infomédia avec Radio France, qui a décidé de fermer au public la prochaine émission avec Guillaume Meurice. Oui, le grand dimanche soir, l'émission de Charline Vanhoenacker sur France Inter et dans laquelle intervient l'humoriste sera enregistrée dimanche sans public en raison des menaces de mort que l'humoriste a reçues. Vous le savez, il est au cœur d'une polémique depuis plusieurs jours, depuis surtout ses propos sur le Premier ministre israélien qu'il a comparé à un nazi sans prépuce, je le cite. Alors malgré les menaces de mort, il n'y a pas de changement concernant l'organisation de sa tournée qui est prévue en France. Le spectacle s'appelle Meurice 2027, c'est ce qu'a précisé la production à l'AFP. Et il conteste effectivement l'avertissement qu'il a reçu de la part de la direction de Radio France. Vous avez été choqué par cette plaisanterie, Stéphane ? Ça vous choque ? Ou est-ce que vous êtes, après tout, on peut tout dire, y compris des choses très, très difficiles ? Ou est-ce qu'il faut faire attention à l'humour ? Je pense que j'ai des choses pertinentes à dire sur le sujet de la conscience, mais sur ces thématiques-là, je préfère m'abstenir. Un peu moins. Voilà. Mais les gens, en général, quand il y a un conflit, qui prennent position, notamment les célébrités, on en entend certaines, peu d'autres. Vous, par exemple, en tant que simplement public, vous avez besoin d'entendre ça de la part de personnalités, de gens que vous connaissez, que vous regardez, ou est-ce que, au contraire, c'est pas forcément leur affaire ? Moi, j'ai été reporter de guerre, comme vous l'avez souligné, et je me rappelle d'une phrase qu'on attribue à Rudyard Kipling: la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et on l'observe, et je l'ai observé du temps où j'apprenais les lignes de front, et on l'observe encore aujourd'hui. Il y a une baisse de capacité à nous connecter à une forme de subtilité dans des moments de tension comme celui-ci. De la vérité, de la nuance même. De la nuance, de la subtilité. Les choses sont toujours très complexes. La faute aux réseaux sociaux, pour vous, surtout, beaucoup, qui propagent des... Je ne pense pas qu'il y ait un fautif. Je pense qu'il y a une évolution de la société qui tend à vouloir percevoir la réalité de ce monde de façon de plus en plus simpliste. Et ça n'aide pas forcément à avoir une opinion juste de ce qui peut se passer.
Parfois c'est très manichéen, c'est bien, très c'est mal. manichéen, il y a beaucoup de populisme. Là, en l'occurrence, dans ce qui nous occupe, il y a une situation qui est absolument dramatique et il importe d'essayer de la comprendre de manière la plus intelligente possible. Et la plus juste, effectivement. On continue ces infos médias, Sarah. On parle de Caroline Roux et de son étonnant constat. Et oui, on reproche toujours aux femmes de couper la parole pendant une interview, jamais aux hommes. C'est ce la journaliste déclare ce jeudi dans les pages du Figaro. La présentatrice de C'est dans l'air fait référence en fait à son interview présidentielle qu'elle avait menée le 14 juillet 2022 avec Anne-Claire Coudray de TF1. Et cette séquence politique lui avait valu des critiques. Elle note qu'on fait souvent ce genre de reproches à des femmes, donc comme Léa Salamé, Anne-Sophie Lapix aussi qu'elle cite, qui travaillent comme elle à France Télévisions. Ce n'est pas grave, on fait avec, dit-elle, fataliste. C'est triste. C'est un constat que vous faites aussi, Stéphane. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui interviewent d'ailleurs, et tant mieux. Là-dessus, vous trouvez que c'est toujours plus difficile de s'imposer dans ce métier, par exemple, pour une femme? Je n'en suis pas une, mais j'ai l'impression que c'est une évidence, effectivement. Mais voilà, en tant que père d'une jeune femme de 26 ans aujourd'hui, j'observe aussi que notre société évolue, change. C'est lent, ça devrait être un peu plus rapide, mais voilà, on avance vers une plus grande capacité à atteindre une forme d'égalité. Il y a de plus en plus de femmes reporters de guerre, d'ailleurs. Oui, et puis des Lise Boudoulle, par exemple, de talentueuses. TF1. Ouais. Exactement. Martine Laroche-Joubert, il y en a eu beaucoup. Bien sûr. Ouais. On termine, Sarah, avec le chiffre du jour. C'est le 86 aujourd'hui. C'est quoi ce 86? Et oui, c'est la place de Cyril Hanouna dans le classement des meilleurs joueurs français de paddle. Vous savez, ce sport de raquette à mi-chemin entre le badminton et le tennis. Ouais. L'animateur de Touche pas à mon poste est donc 86e sur 43 000 licenciés. Donc en France, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ouais, Il a gagné 24 places en un an après avoir disputé un total de 91 tournois. Désormais, il s'entraîne tous les jours, week-end, la journée. Alors pas le soir puisqu'il a l'émission, mais la journée et le week-end, et il vise désormais le top 100. Et il a 49 ans quand même, on le précise, ce qui est pas mal pour faire un sport là-dessus. Vous êtes rendu sur le plateau de Cyril Hanouna pour la promotion de votre livre. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène assez incroyable qu'est Cyril Hanouna? Parce que tout le monde en parle. Comment ça s'est passé pour vous, l'expérience? Ça s'est extrêmement bien passé. Moi, je pense qu'il y avait une curiosité, une vraie écoute, comme je rencontre sur votre plateau et sur l'ensemble des plateaux que j'ai la chance de pouvoir côtoyer. Je pense que ce sujet, il intéresse absolument tout le monde. Et moi, je pense qu'il est vraiment important, dès qu'une opportunité m'est offerte, de parler de la conscience, de parler de ce que la science a à dire sur la mort et la question de la vie après la mort. C'est tellement vertigineux ce que je présente dans le livre que je ne veux rater aucune occasion de le faire. Et j'ai eu une grande écoute et une grande capacité à exposer mes découvertes sur ce plateau comme sur beaucoup d'autres. Et c'est aussi facile de le faire chez Cyril Hanouna, qui est plutôt un plateau de divertissement que sur un plateau plus sérieux, on va dire, dessus ou pas? Je suis journaliste, donc je suis habitué depuis quelques années à savoir que sur certains plateaux, on est dans le divertissement plus que dans l'information brute, mais peu importe, à la limite, c'est pas parce qu'on va parler de sujets sérieux qu'il faut absolument avoir une mine déconfite et en parler dans les moindres détails pendant 3 heures. Je pense que une petite phrase, une information pertinente dite sur 30 secondes va être suffisant pour éveiller la curiosité de quelqu'un, lui donner envie de lire, de s'intéresser à ces sujets-là. Moi, j'essaie de casser un peu les citadelles dans lesquelles nous vivons. On vit dans un monde qui est empreint de certitudes. Et sur la question de la vie après la mort, on est empêtré dans nos certitudes. Moi, mon travail consiste à essayer d'ébranler un peu ces certitudes, comme elles ont été ébranlées pour moi. Et où que ce soit... Et dans les certitudes, vous incluez les croyances aussi, Stéphane? Mais nous sommes envahis de croyances dont nous n'avons pas conscience que ce sont des croyances. Vous voyez, le fait de dire « il ne se passe rien après la mort », c'est une certitude, c'est évident, c'est une croyance. Ça n'est pas une déduction scientifique, ça n'est pas prouvé, et ça n'est pas étayé par des observations en neurosciences, par exemple. On ne sait pas, c'est juste la façon dont on a décidé que la réalité devrait être. Mais ça, c'est une croyance. Et moi, mon travail de journaliste consiste à essayer de déconstruire les croyances, aussi bien les croyances qu'on pourrait juger extrêmement farfelues. Oui, les extraterrestres sont là, il y a une vie après la mort, et puis on va sur telle planète, ou on va sur tel niveau de conscience, j'en sais rien. Moi, j'essaie de déconstruire tout ça, et je me suis aperçu que dans le monde prétendument rationnel dans lequel je croyais vivre, nous sommes en fait empêtrés de croyances qui nous interdisent parfois de nous confronter réellement aux phénomènes inexpliqués qui sont observés autour de nous.
Vous voyez, 50% des gens en deuil, par exemple, vivent des contacts subjectifs avec une personne défunte. Des VSCD, ça peut comme on les être appelle. VSCD, ça peut être une expérience très subtile d'une sensation de présence, d'un toucher, etc. Mais ça peut être aussi la vision d'un défunt qui vous apparaît au pied de votre lit, quelques secondes, comme ça, une semaine après sa mort. Il y a 50% des gens en deuil vivent ça. Ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. Et ça, on n'en parle pas. Quand éventuellement on évoque ça en famille, on dit oui, ça te fait plaisir, ça te fait du bien, tu viens de perdre ton mari, tu viens de perdre ton enfant. Les gens ne vous croient croient pas, c'est ça. On ne croit pas. Oui, oui. Et pourtant, c'est réel. Pourtant, c'est une réalité phénoménologique. Donc, moi, l'attitude consistant à dire oui, si ça te fait du bien, continue à croire ça, ou alors oui, les expériences de mort imminente, ça ne veut pas dire grand-chose, ça doit forcément être un rêve, sans jamais avoir interrogé un seul témoin, sans jamais avoir lu aucune étude scientifique sur le sujet, pour moi, ce n'est pas une attitude rationnelle, c'est juste l'expression d'une croyance matérialiste, qui est celle qui baigne notre société, qui est un modèle, en fait. C'est ni plus ni moins qu'un modèle. La science a besoin de modèles pour essayer de comprendre la réalité dans laquelle nous sommes. Oui. Mais ces modèles ne sont pas des descriptions de la réalité, ce sont des modèles interprétatifs. Et ces modèles sont voués à évoluer. Il y a 2 siècles, on utilisait un modèle qui est aujourd'hui complètement obsolète. Pourquoi aujourd'hui on est si attaché à l'évidence que ce modèle dans lequel nous vivons sera inattaquable et ne sera jamais déconstruit ? Peut-être que dans 2 siècles, il sera une évidence que la vie se poursuit. Effectivement, c'était faux et qu'on avait tort. Ouais. Mais quand je dis 2 siècles, je pense que même que d'ici quelques années, les neurosciences nous permettront de mettre en évidence que notre conscience ne peut pas se réduire à notre activité cérébrale et qu'elle a très certainement une existence qui dépasse la mort, enfin la vie de notre cerveau. Et qu'on connaît aussi sous le nom de âme. Effectivement, on va en parler dans un instant. C'est fini pour les news médias, Sarah ? Oui, elles sont terminées aujourd'hui. Il y en aura d'autres évidemment dès lundi, à votre retour de week-end, place aux grandes interviews du Buzz TV. Nous sommes avec Stéphane Alix. Stéphane, vous sortez La mort n'existe pas, votre livre aux éditions HarperCollins, c'est déjà un très grand succès, vous êtes extrêmement bien classé dans les ventes de livres. Juste une question, parce que ce titre est fort, peut-être à la limite de la provocation aussi, j'imagine que c'est aussi ce que vous avez voulu faire. Pourquoi avoir choisi ce titre et pourquoi, selon vous, la mort n'existe pas ? Parce que c'est une réalité. C'est peut-être provocateur, mais ça ne l'est pas en réalité. Vous savez, la science, c'est pas une citadelle où tout le monde est d'accord. La science, c'est une communauté de gens qui ont des opinions parfois diamétralement opposées devant les mêmes faits. Il suffit de voir la crise sanitaire qu'on a traversée il y a quelques années, combien elle a conduit à ce que des scientifiques de très haut niveau disent blanc et d'autres de très haut niveau disent noir. Bien sûr. Ou Galilée à l'époque avec le pape, la Terre est ronde ou plate, effectivement, ils n'étaient pas d'accord. Et sur la question de la conscience, on est exactement au même stade aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une partie du monde scientifique qui considère que la conscience doit forcément émerger de notre activité cérébrale, la conscience, c'est-à-dire une dimension fondamentale qui nous constitue. Comment ça, personne n'est en capacité de l'expliquer. Et puis une autre catégorie de scientifiques, des neuroscientifiques, des médecins, enfin des chercheurs de différentes disciplines, qui disent, au vu des faits, des expériences de mort imminente par exemple, ou de tous ces états de conscience qui laissent à penser que nous sommes capables de choses qui sont inexplicables avec le modèle matérialiste en vigueur, notre conscience échappe peut-être au temps, à l'espace, et n'a peut-être rien à voir avec le cerveau. Et c'est des scientifiques qui vous disent ça. C'est pas moi qui, après un mois de méditation, et conclu que la mort n'existait pas. C'est vraiment un travail d'enquête journalistique que j'ai mené, documenté auprès de chercheurs. Ouais. Et vous revenez, donc vous l'avez dit, sur l'expérience de mort imminente. Déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux peut-être qui l'ignorent encore ? C'est une expérience dont on parle beaucoup depuis une 50aine d'années maintenant, des gens qui, pendant un accident de voiture, un accident sur un bloc opératoire, tombent inconscients ou un arrêt cardiaque ou tombent dans le coma. Et 20% d'entre eux, 20% des gens qui ont un arrêt cardiaque, plutôt que d'avoir été complètement inconscients, comme a priori ils devraient l'être, vu que leur cerveau ne fonctionne plus, reviennent en disant « non, j'étais pas du tout inconscient, au contraire, j'étais extrêmement conscient, comme d'ailleurs jamais je l'ai été, et j'ai observé la scène, j'étais au plafond, je voyais tout ce qui se passait, et je suis capable de vous décrire, etc., ce qui se passait. » Et quand on va interroger ces témoins, quand on fait un vrai travail d'enquête, comme c'est fait, comme je l'ai fait, mais comme d'autres chercheurs l'ont fait aussi, on s'aperçoit que ces expériences sont réelles,
qu'elles ne peuvent pas être réduites à juste un rêve, à une sorte d'imaginaire ou de délire, parce qu'il y en a trop. Il y a beaucoup trop de gens qui ont vécu pour que ce soit une coïncidence. Il y en a trop, et puis quand on les vérifie, quand quelqu'un vous dit j'étais hors de mon corps et je suis sorti de la pièce et j'ai vu ce qui se passait dans la pièce d'à côté, et qu'on va investiguer sur qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté et qu'est-ce que la personne a réellement vu, on s'aperçoit qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'était pas du tout en capacité de voir. Quand quelqu'un est sur un bloc opératoire, la poitrine ouverte, parce qu'on l'opère du cœur, et qu'elle est évidemment pas en capacité de se déplacer, et qu'elle vous dit j'ai vu ce qui se passait. Par exemple, mais la personne n'est pas morte à ce moment-là. Elle n'est pas morte, mais elle n'est pas en capacité. Est-ce que vous êtes capable, là, bien vivante, de me dire ce qui se passe dans la pièce d'à côté ? Non. Pas forcément. Et pourtant, imaginons que vous ayez ce que je ne souhaite pas, vous tombez dans le coma, vous vous évanouissez, et quand on vous ranime, vous dites j'ai vu ce qui se passait dans la pièce d'à côté, et il y a un type qui avait un t-shirt Mickey qui était en train de manger un pain au chocolat. Et quand on va enquêter, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un technicien qui a un t-shirt Mickey qui mange un pain au chocolat. Comment vous expliquez ça ? Et des témoignages comme ça, j'en ai vérifié un nombre incalculable, des chercheurs l'ont fait, et c'est une réalité, c'est attesté. Les sorties hors du corps, les perceptions extrasensorielles pendant les sorties hors du corps sont une réalité. Est-ce que ces NDE, comme on les appelle, ou les EMI en France, les Near Death Experience, est-ce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'un être humain peut témoigner de la mort? Parce que effectivement, les VSCD, c'est avec quelqu'un qui est décédé, mais à part Lazare et Jésus-Christ dans la Bible, on n'en connaît pas d'autres qui sont revenus, sauf ceux qui ont des expériences de mort imminente. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus proche pour décrire ce à quoi pourrait ressembler la mort, ou en tout cas le début de la mort? On parle aussi de ces lumières blanches, de ces couloirs. Il y a le couloir. On frôle la mort, absolument. souvent les gens disent ça. Donc les gens sont en état de mort clinique pendant quelques instants, courts parfois. C'est ça, quelques minutes, parfois un peu plus longtemps. Alors, avant que leur cœur reparte. Avant que leur corps reparte et que la pression sanguine réactive l'activité cérébrale. On peut le penser parce que la baisse d'activité dans le cerveau fait que, par exemple, après un arrêt cardiaque, votre cerveau cesse de fonctionner au bout de 20 secondes. Il n'y a plus d'oxygénation, il n'y a plus d'apport glucosé, il n'y a plus aucune nourriture qui permet au cerveau de fonctionner. Donc après 20 secondes, il ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire que les cellules retiennent le peu d'énergie qu'elles ont pour continuer à maintenir leur intégrité, pour ne pas mourir et exploser, mais elles produisent aucune expérience de conscience. Elles sont juste comme une télévision en stand-by, elle n'est pas allumée, elle est éteinte. Et au bout de 5 minutes, s'il n'y a pas du tout de réanimation et qu'il n'y a pas du tout d'amélioration, là, les cellules commencent à exploser les unes après les autres, et c'est la mort cérébrale, irréversible, et on ne revient pas de ça. Donc les expériences de mort imminente se produisent pendant cet état où les cellules sont en pause, elles ne marchent pas, elles ne produisent rien. Et encore une fois, de façon inexplicable, des gens peuvent rapporter avoir observé ce qui se passait dans des pièces ou dans des lieux très éloignés de là où est leur corps. Donc on suppose que la mort, ça ressemble à ça. On suppose que la mort, ça ressemble à ce que décrivent les témoins, c'est-à-dire non pas un moment d'inconscience, mais au contraire un moment de réveil. Moi, ça m'a frappé, ça. Des témoins qui nous disent « mais j'ai eu l'impression de me réveiller. J'ai l'impression que toute ma vie, c'était un rêve, comme si j'étais dans une forme de sous-réalité, et que là, en vivant cette expérience, je réaccède à un réel plus intense, avec les couleurs plus intenses, les perceptions, tout un appareil cognitif beaucoup plus fort et intense. Donc il y a... Parce qu'on disait que l'activité cérébrale a l'air d'être doublée, triplée... Oui, et d'ailleurs, pas l'activité cérébrale, l'état de conscience. L'état de conscience, pardon, oui, effectivement, l'état de conscience. L'activité cérébrale, elle est à un point zéro. Elle est au point zéro. Et il y a une étude américaine récente, d'ailleurs, qui date de fin octobre, qui révèle que durant les derniers instants de l'existence, l'activité cérébrale redouble. Donc finalement, ça va dans votre sens. Non, ça c'est une étude qui montre qu'après... 5 minutes d'arrêt cardiaque, quand le cerveau ne fonctionne plus du tout et que les cellules sont en pause, au bout de 4-5 minutes, là, les cellules commencent à exploser. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a un sursaut d'activité très très fort, mais qui correspond à la mort, en fait. Ça correspond à la mort irréversible. Là, les cellules meurent. Parce qu'à ce moment-là, le cerveau n'est plus en activité, c'est ça du tout. Enfin, il est arrêté. Sont en pause. C'est un peu comme votre télévision. Vous l'éteignez, elle est en pause. D'accord. Donc, il n'y a pas d'émission, il n'y a rien, vous captez rien. Mais après, vous débranchez la prise et là, vous ne pouvez plus la rallumer, vous ne pouvez plus rien faire du tout avec la télévision. Là, ce que vous citez, c'est une étude qui montre effectivement un sursaut d'activité, mais en fait qui correspond à l'explosion des cellules cérébrales. Donc ça ne peut pas correspondre à une activité de conscience. Donc, c'est un moment où on meurt. Ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'on aura un jour une affirmation scientifique qui nous prouve ce que vous nous dites aujourd'hui sur le plateau ? Mais on l'a. Il y a de nombreux livres déjà. On l'a, si vous voulez, pour moi, la science, encore une fois, on ne le dit pas encore, comme vous le dites là dans le titre de votre livre. Mais parce que précisément, la science, c'est une communauté avec des personnalités très différentes, des opinions très différentes. Dans le monde scientifique, vous avez plein de gens qui vous disent « tout ça, j'y crois pas, il n'y a pas assez de preuves, c'est pas prouvé ». Et vous en avez d'autres qui vous disent « si, les preuves sont là ». Moi, ce que j'observe, c'est que ceux qui vous disent « les preuves sont là », sont ceux qui ont étudié le dossier. Ceux qui vous disent « non, j'y crois pas, il n'y a pas de preuves », ils n'ont jamais rencontré un témoin, ils n'ont pas lu une étude, et pourtant des études, il y en a des centaines qui sont à disposition. Donc moi, je n'ai pas fait un travail de
de croyance. J'ai fait un travail d'investigation sur les preuves existantes, sur les éléments. J'ai fait une synthèse, j'ai montré ce que les scientifiques qui travaillent sur les sujets affirment et sont capables de présenter comme synthèse, et je présente ça. Effectivement, ça paraît stupéfiant de vivre dans un monde qui dit « mais on n'a pas de preuves, ça n'existe pas ». Bah oui, les plus rationnels d'entre nous pourront dire il est un peu illuminé, Stéphane Alix. C'est les plus irrationnels. Mais je vous invite, c'est les plus irrationnels. Parce que c'est ce que je disais au début de notre entretien, on est imprégné de croyances. On a l'impression que la science, d'une manière un petit peu magique, nous donnerait des réponses à tout, et que si elle nous dit qu'il n'y a pas de vie après la mort, parce que c'est comme ça qu'on est habitué à vivre, c'est une réalité. Ça n'est pas une réalité. Dans le livre, je présente plein de scientifiques qui vous disent non, la vie se poursuit après la mort. Notre conscience ne se réduit pas à notre activité cérébrale. On a des preuves de ça. Qu'elle soit contestée, c'est normal. La science fonctionne comme ça. La science fonctionne avec des scientifiques qui proposent des hypothèses, qui étayent leurs hypothèses, d'autres qui les contestent, et elle avance, c'est des batailles. Et je pense que dans quelques années de ça, l'hypothèse qui est que le cerveau ne fabrique pas la conscience et que notre conscience survit à la mort du corps, s'imposera de façon encore plus magistrale et deviendra une évidence pour tout le monde. Alors vous parlez d'études scientifiques, mais il y a aussi votre expérience personnelle. Vous avez consacré de nombreux ouvrages au sujet, mais l'un de vos premiers, celui qui vous a vraiment fait connaître, qui a été votre best-seller, ça s'appelait Le Test, que vous aviez fait notamment après la mort de votre papa, Stéphane, où vous aviez mis 3 objets dans son cercueil. 4 objets que vous seul, et donc votre papa à l'intérieur, savez, et vous avez été voir des médiums, dont certains ont retrouvé quelques-uns des objets qui étaient dedans. Ça, en l'occurrence, pour vous, ça a été le moment de cette preuve irréfutable, puisque vous étiez le seul au courant de ce qu'il y avait dans le cercueil de votre père. J'aime pas le mot preuve irréfutable, parce que ce mot, en fait, il est uniquement adaptable aux mathématiques. La preuve, c'est un élément mathématique. Pour moi, mais c'est un élément que personne d'autre ne pouvait connaître à part vous. Ce que j'ai fait avec le test, c'est un élément de preuve qui tente à prouver que mon père était en capacité de communiquer. Parce que j'ai caché ces objets, j'étais, comme vous l'avez souligné, le seul à être au courant, j'en ai parlé à qui que ce soit dans mon entourage, et quand je suis allé voir 6 médiums 1 an après sa mort, et que je les ai testés, j'ai pu mettre en évidence que manifestement il communiquait avec lui en me donnant non seulement des informations sur les objets, mais aussi plein d'autres informations sur la vie de mon père, sa famille, comme s'il était là et qu'il parlait de lui à un intermédiaire qui était ce médium. Donc la médiumnité, pour moi, aujourd'hui, ne fait absolument plus l'objet du moindre doute. C'est une capacité humaine qu'ont certaines personnes, des dons, ça on n'en sait rien, mais les morts sont en capacité de s'exprimer, de passer des messages. Ça a été objectivé, ça aussi. Et est-ce que cette enquête de plus de 15 ans, faut le rappeler quand même, vous a fait changer d'avis sur le sujet de la mort? Est-ce que vous en aviez peur avant, à titre personnel, de la mort? Parce qu'avec votre ouvrage, ça nous rassure quelque part. On se dit, on va affronter la mort plus facilement. Il y aura quelque chose après, oui, c'est ça. Déjà, rien que le simple fait de parler de ce sujet-là, même sans aller jusqu'aux grandes questions un peu vertigineuses que je présente dans le livre, rien que le simple fait de parler de la mort, ça apaise ces tensions. Parce qu'on n'en parle pas. On vit dans un monde où on doit chacun se dépatouiller avec ça. Vous perdez un enfant, vous perdez votre conjoint, vos collègues de bureau sont un peu à l'écoute pendant une semaine, et puis après, il faut passer à autre chose. Bon, ça y est, t'as fait ton deuil, c'est fini. Donc, on est dans une espèce d'incapacité infantile à pouvoir communiquer et parler autour de ce sujet-là. Donc, quand on en vient à des sujets un peu plus extraordinaires, qui sont la vie après la mort, là, effectivement, c'est complexe. Moi, avant de m'intéresser à ce sujet, avant de perdre mon frère, la mort était présente, parce que j'étais reporter de guerre, donc je l'ai vu devant mes yeux de façon un peu brutale souvent. Mais je ne pensais pas du tout aux questions ni philosophiques ni spirituelles. Ça m'était indifférent. Pour moi, c'était un sujet qui n'était pas un sujet pertinent. Et il ne l'est devenu qu'après la mort de mon frère. Et aujourd'hui, effectivement, et c'est pour ça que le titre du livre porte aussi ce sous-titre, un livre qui apporte de l'apaisement, parce que je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur mon entourage, je l'ai vu sur ma fille à qui j'adresse ce livre. Ouais. Elle avait 3 ans quand son oncle est mort, quand mon frère est décédé. Elle en a 26 aujourd'hui. Je vois combien elle a acquis une forme d'apaisement par rapport à cette question-là. Elle est capable d'en parler à des amis, elle est capable de faire face à un ami ou une amie qui aurait perdu quelqu'un et de ne pas être terrifiée à l'idée de « oh là là, je ne vais pas savoir quoi dire ». Elle est capable d'entendre ça et elle est capable surtout de très rationnellement considérer que son existence ne se réduit pas au moment à cette période qui est comprise entre le moment de sa naissance et le moment de sa mort. Elle est capable de savoir que la mort n'existe pas. Et que ce n'est pas juste une croyance, mais que c'est quelque chose qui peut être aujourd'hui étayé par la science. Ouais. Et que quelque chose continuera effectivement après. Avant d'arriver à la fin de cette émission, je voudrais juste un petit mot sur la télévision, parce que
des gens que vous avez peut-être connus, parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez présenté Enquête extraordinaire sur M6, qui était une série documentaire là-dessus. Est-ce que la télé, vous avez envie de refaire? Est-ce que vous travaillez sur des sujets, des documentaires? Et est-ce que vous aimeriez, notamment sur ce sujet que vous maîtrisez bien, Stéphane, faire d'autres choses en télé? Il y a des projets? Bien sûr, il y a des projets en cours, que je ne peux évidemment pas détailler ici, mais il y a des projets en cours, parce qu'effectivement... Autour de la vie après la mort, c'est ça autour notamment? Autour de la question de la conscience. Oui, de la conscience. Parce que je pense que... voilà, encore une fois, nous disposons aujourd'hui d'éléments très rationnels et très concrets pour attester que la vie après la mort est une réalité. Et il y a des histoires absolument fabuleuses à raconter autour de cette thématique. Et la télévision est un média pour lequel j'ai déjà travaillé, pour lequel j'ai encore quelques projets, oui. Bon, d'accord. C'est pas forcément M6. Il peut y en avoir d'autres. Je ne peux pas en dire plus. Bon, vous ne pouvez pas en dire en plus. Négociation. On en reparlera évidemment. C'est l'heure de notre dernière rubrique. Au suivant. Au suivant, on va se projeter évidemment sur l'invité, le prochain invité du plateau. Ce sera dès lundi. Après le week-end, nous recevrons le philosophe Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, spécialiste de la géopolitique, qui s'est beaucoup rendu au Moyen et au Proche-Orient, et qui a conseillé beaucoup de présidents, notamment sur la question, et qui aura un documentaire passionnant sur la guerre en Ukraine qui sera diffusé sur France 2. Juste avant de lui poser votre question, j'imagine que vous en avez pour lui, un petit mot sur Bernard-Henri Lévy. C'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un comme ça qui est penché sur ces sujets depuis très 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 longtemps. Alors il y a l'homme public et puis il y a aussi ce qu'il fait réellement sur le terrain. Je connais peu son travail, je le connaissais plus du temps de mes séjours en Afghanistan, parce que j'ai beaucoup voyagé dans ce pays, et lui également. Il avait notamment soutenu Massoud, le commandant Massoud, sur lequel j'avais fait un film pour Arte. Donc on s'était côtoyés à ce moment-là, effectivement. Et c'est assez important d'aller sur ces terrains, d'en parler, de rendre ces réalités si violentes de notre monde accessibles à nous qui pensons être préservés, qui pensons vivre dans notre petit cocon, alors que l'on est à quelques heures de drames innommables. Donc pour moi, les liens, les passerelles qui existent entre nous et ces souffrances-là sont indispensables. Ouais. Alors on arrive au terme de cet entretien. Vous allez pouvoir lui poser votre question. Stéphane, c'est ici la caméra de gauche, vous voyez, avec le beau trépied en bois. Vous pouvez poser des questions à Bernard-Henri Lévy, et puis évidemment, on lui montrera. Dès lundi, il vous répondra. C'est à vous. Bonjour Bernard-Henri. On s'est croisés il y a pas mal d'années de ça en Afghanistan sur un terrain de conflit. J'ai une question peut-être un peu particulière à vous poser aujourd'hui. Pour avoir vécu des moments sans doute de grande tension, des moments où votre carapace cognitive a dû être un peu ébranlée, est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'avoir une expérience extraordinaire, d'avoir quelque chose que vous n'avez pas expliqué, que vous n'avez pas compris, mais qui pourtant vous a impacté parce que ça vous est apparu comme vraiment réel et déconcertant? Merci Stéphanie, c'est une très bonne question, en lien évidemment avec votre sujet. Curieux d'avoir la réponse de Bernard-Henri Lévy. Ce sera lundi à 18h30 évidemment, et Stéphane Alix, c'est maintenant. Merci beaucoup d'être passé nous voir. La mort n'existe pas, le titre de votre livre, qui est déjà un énorme carton, édition HarperCollins, qu'on vous recommande à toutes et à tous. C'est vraiment, vraiment passionnant. Merci d'être passé nous voir Stéphane. Merci. On se retrouve dès lundi, Sarah. Passez un excellent week-end et encore merci de votre fidélité.